Là, aujourd'hui, c'est sûr que j'aurais aimé ça vous présenter tout le guide, mais je n'aurais pas assez de temps en 15 minutes pour vous présenter les 55 actions, donc je vais préférer le guide est divisé en plusieurs sections, donc dans chaque section, je vais vous présenter 3 mesures à peu près. Donc, vous allez voir, on part. Alors, la première section du guide, c'est programme et politique. Donc, on encourage les employeurs à rédiger des politiques pour le personnel. Donc, la première mesure qu'on propose, c'est de faire une politique de télétravail et laisser aussi des horaires flexibles. Le télétravail, ça permet d'éviter des déplacements. Donc, ça permet d'éviter de générer des gaz à effet de serre. Ça permet aussi aux travailleurs d'éviter des dépenses reliées à l'automobile et ça permet aussi la conciliation travail-famille. Les horaires flexibles, eux, permettent peut-être de faciliter des jumelages pour le covoiturage entre les travailleurs. Ça permet aussi de s'adapter aux horaires des autobus. Comme ça, si l'autobus peut arriver au lieu du travail à 8h12, par exemple, ben, on ne veut pas que ça nuise aux travailleurs de prendre l'autobus. Deuxième mesure qui est quand même assez innovante, on ne voit pas ça partout, là, mais c'est le programme de retour garanti. Je vous mets des fois quelques petits logos d'entreprises qui pratiquent ces mesures-là. Donc, l'Université de Sherbrooke propose ce programme de retour garanti à son personnel. Ça, c'est quand l'employeur offre aux travailleurs un transport garanti en cas d'urgence. Par exemple, si le travailleur se rend au bureau à vélo, puis que pendant la journée, il reçoit un appel parce que son enfant, peu importe, là, il y a une urgence, il doit partir du travail, et là, il n'y a pas son auto. Donc, l'employeur garantit un retour en taxi ou avec la voiture corporative, disons. C'est sûr que si vous voulez mettre ça en place dans votre organisation, c'est important de spécifier le nombre de déplacements qui sont garantis annuellement. À l'Université de Sherbrooke, c'est 3 retours garantis par employé par année, puis 20 $ par déplacement. Donc, si le déplacement dépasse 20 $, ben, c'est le travailleur qui doit absorber ce qui dépasse. Il faut dire aussi dans la politique le montant qui est alloué par personne pour payer les retours garantis et aussi mettre le type de situation qui justifie un retour garanti pour éviter des abus. Mais pour vous donner un exemple, à l'Université de Sherbrooke, dans 1 an, il y a eu 3 retours garantis qui ont été utilisés sur plusieurs centaines de personnes dans le personnel. Là, donc, c'est pas, ça ne coûte pas cher. Là. Donc, l'université a dû dépenser 60 $ dans l'année pour cette politique-là, ce programme-là. Ensuite, troisième politique qui peut être mise en place, c'est une politique de déplacement durable pour prioriser les types de déplacements quand on a une rencontre ou c'est ça, une rencontre, un meeting avec des collègues. La première chose à prioriser, c'est de voir est-ce que cette rencontre-là peut être faite en visioconférence. Parce que si oui, on priorise ça, on évite de faire des déplacements, de générer des gaz à effet de serre. Si ce n'est pas possible, est-ce que c'est possible d'y aller en transport actif, à pied, à vélo, en trottinette, peu importe? Si ce n'est pas possible, la troisième chose, est-ce que c'est possible d'y aller en transport collectif? Est-ce qu'il y a des autobus qui se rendent là? Non. Est-ce qu'il y a du covoiturage qui peut y aller? Et si la réponse est non à tout ça, bien là, on peut permettre aux travailleurs de se rendre avec sa voiture personnelle ou avec la voiture corporative. Je change de catégorie. Maintenant, les incitatifs au déplacement actif. Quand je dis déplacement actif, c'est vélo, marche, trottinette, tout ce qui demande un effort physique, malgré qu'on peut rentrer aussi le vélo électrique dans cette catégorie-là. Donc, la mesure numéro 6 dans le guide, c'est de permettre aux employés d'apporter leur vélo dans leur bureau. Ça, c'est une mesure qui est vraiment facile, qui ne coûte rien et que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui. La mesure 8, offrir des sacs à dos, des sacoches à vélo, des parapluies, ça peut être des manteaux, tout ce qui est en lien avec les déplacements actifs, parce que dans notre sondage qu'on avait fait aux citoyens, parmi les 3 raisons qui sont ressorties les plus souvent qui freinaient les employés à se rendre au travail à vélo ou à pied, c'est parce qu'il n'y avait pas l'équipement pour le faire. Puis, la météo et les saisons aussi, c'est un gros frein. Donc, si vous pouvez fournir aux employés du matériel qui facilite les déplacements malgré la météo, puis tout ça, bien, ça peut les inciter.
La mesure 10, celle-là est vraiment intéressante. Offrir un bonus proportionnel aux efforts. Ça, c'est quelque chose qu'on voit dans l'entreprise Coractive. Donc, ça, c'est en fait, pour vous donner l'exemple de Coractive, là, à chaque fois qu'un travailleur se rend au travail à vélo, il reçoit 5 de plus sur sa paye. Donc, il y a un bonus proportionnel aux efforts. Donc, si l'employé veut aller travailler 5 jours à vélo, ben, il y a 25 de plus sur sa paye. C'est simple comme ça. Puis, ça fonctionne, c'est vraiment selon la confiance. L'employeur fait confiance à ses employés. Donc, si dans le calendrier, il est écrit qu'il est allé travailler à vélo, ben, on fait confiance que c'est vrai. Mesure 14, offrir un vélo en libre service au personnel. Ça, on a ça ici au CREC. Là. Donc, on a un vélo à assistance électrique dans notre entrepôt. Puis, on peut l'emprunter n'importe quand pour aller rencontrer des partenaires pour nos rencontres. Ou on peut le prendre aussi sur l'heure du dîner pour aller manger ou aller au gym, peu importe. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Ça nous incite à faire des déplacements actifs dans le cadre du travail. Je passe à la prochaine catégorie, qui est les incitatifs au déplacement collectif. Quand on dit déplacement collectif, c'est quand il y a plus qu'une personne dans le mode de transport. Là. Donc, si on va parler de covoiturage ou d'autobus, le train, tout ça. Donc, mesure numéro 21, on propose d'offrir des billets d'autobus ou des passes soit gratuites ou à moitié prix pour le personnel. Chez Humanware à Drummondville, les employés ont des billets à moitié prix. Et au Cégep de Drummondville aussi. Et ce qui permet à l'employeur d'offrir des billets à moitié prix, c'est par les profits de la vente des vignettes de stationnement. Ensuite, numéro 22, offrir un remboursement des déplacements corporatifs à un taux préférentiel lorsqu'effectué en transport durable. Donc ça, disons que vous devez aller à Québec pour un congrès. Si vous y allez en auto, l'employeur vous rembourse l'essence, donc 100 du coût. Mais si vous y allez en train, par exemple, votre employeur vous rembourse 150 du prix du billet de train. Donc, vous êtes payé, en fait, pour prendre le train. Ça permet d'inciter ces transports-là. Mesure numéro 27, déterminer l'emplacement des bureaux en fonction de leur proximité avec le réseau de transport en commun. Donc, ça, c'est juste si vous pensez déménager là, prochainement vos bureaux, regardez, assurez-vous d'avoir une piste cyclable pas loin, puis des arrêts d'autobus pour inciter votre personnel à utiliser ces modes de transport-là. Prochaine catégorie, les incitatifs au covoiturage. Numéro 28, on propose d'afficher les cartes de stationnement incitatif au covoiturage. Ça aussi, c'est une mesure que vous pouvez faire dès maintenant. Ça ne coûte absolument rien. Nous, dans la MRC de Drummond, chaque municipalité a un stationnement incitatif au covoiturage. Souvent, c'est proche de l'autoroute. Donc, ça permet aux citoyens de laisser leur voiture là toute la journée. C'est des stationnements vraiment officialisés pour ça. Là. Donc, il n'y a pas personne qui va se faire remorquer s'ils laissent leur voiture là. C'est bien éclairé, c'est sécuritaire. Puis, les cartes sont disponibles en ligne. Donc, pour les employeurs, c'est vraiment simple. Là. Soit en imprimer une, mettre ça sur le babillard au travail ou partager par courriel. Donc, c'est vraiment simple. Ensuite, numéro 29, réserver des cases de stationnement proches des portes pour les covoitureurs. Ça, c'est un petit incitatif aussi qui est très simple à mettre en place. Et 31, offrir un incitatif financier au personnel qui effectue du covoiturage. Un peu comme Coractive, tantôt, je mentionnais qu'il donnait 5 de bonus aux employés qui venaient travailler à vélo. Fruits d'Or faisait ça aussi, mais pour les conducteurs qui embarquaient des collègues dans leur voiture pour aller travailler. C'est un exemple. Eux, ils recevaient un bonus financier. Desjardins, le complexe Desjardins à Lévis a mis en place aussi une plateforme de covoiturage pour son personnel. Puis il y a beaucoup, beaucoup de travailleurs qui travaillent là. Puis depuis qu'ils ont mis en place leur plateforme, ils disent qu'il y a 200 véhicules de moins par jour sur le stationnement. Donc, 200 véhicules de moins sur le stationnement, c'est fou là, comme économie d'espace. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait après ça, là, mais avec autant d'économies d'espace, après ça, c'est possible de transformer le stationnement, mettre plus d'espace vert, mettre plus d'espace agréable pour aller dîner, par exemple, des bancs de parc, des trucs comme ça. Je passe à la prochaine catégorie qui est adapter le stationnement. On veut penser à tous les usagers dans le stationnement, pas juste les véhicules.
Donc, on propose, numéro 34, aménager un stationnement sécuritaire pour les cyclistes. C'est sûr que si il y a un rack à vélo dans le fond de la cour qui est tout rouillé, qu'il y a de la mauvaise herbe qui pousse à travers, puis des araignées qui pendent dessus, moi, personnellement, je ne serais pas tellement tentée d'aller travailler à vélo. Mais si le stationnement à vélo est proche des portes, il est propre, il est couvert, donc même s'il y a de la pluie, ce n'est pas grave, ça, c'est beaucoup plus incitatif. C'est sûr que ce n'est pas une mesure qui est gratuite. Il faut quand même débourser un peu pour mettre en place un stationnement incitatif aux cyclistes, mais quand même, ça vaut vraiment la peine. Numéro 35, prioriser la vente de vignettes de stationnement à certains utilisateurs. On voit ça dans les cégeps, là, souvent, il n'y a pas assez de cases de stationnement pour tous les usagers du cégep. Donc, ce que le cégep Garneau a fait, c'est qu'ils ont attribué une cote de priorité à ceux qui demandaient une vignette de stationnement. Donc, la personne qui habite, par exemple, à 2 minutes du cégep, puis qui a 2 jambes fonctionnelles, bien, cette personne-là, elle n'aura pas une cote de priorité vraiment importante versus la personne qui habite dans une autre ville, qui a des enfants ou qui a, par exemple, une incapacité physique, bien, cette personne-là va être plus élevée dans la cote de priorité pour acheter une vignette de stationnement. Mesure numéro 36, offrir une tarification flexible au stationnement proportionnel à l'utilisation. Ça, c'est un petit peu plus complexe à mettre en place, mais c'est vraiment intéressant. Je me rappelle, pendant qu'on faisait notre période de consultation publique, on avait fait une entrevue avec une employée du CIUS qui disait qu'elle elle aimerait ça aller travailler à vélo, mais elle paye, je ne me rappelle plus c'était combien, mettons c'est 400 $ par année, je dis un chiffre comme ça, c'est peut-être pas ça, mais tant qu'à payer le stationnement, il est déjà payé, fait que pourquoi pas l'utiliser? Si elle va travailler à vélo, elle n'a pas un rabais, là, elle paye quand même son stationnement. Fait qu'elle disait, si au moins on avait une tarification proportionnelle à l'utilisation du stationnement, bien là, ce serait beaucoup plus incitatif d'aller travailler à vélo ou à pied. Ça se fait, il y a des compagnies qui proposent la tarification flexible, mais c'est un petit peu plus de préparation. Je finis maintenant, je pense que c'est la dernière catégorie. C'est parfait, il me reste 1 minute. C'est de communiquer les intentions. Donc, la mesure numéro 40, c'est d'impliquer le personnel. Donc, faites un comité mobilité durable avec quelques employés super motivés. Eux, ils vont organiser des jeux, des activités en lien avec la mobilité durable. Ils vont mobiliser le personnel, puis c'est ça qu'on veut. Ça aussi, c'est une mesure qui ne coûte pas grand-chose et qui est facile à mettre en place. La mesure 44, c'est d'organiser des concours, de s'inscrire à des défis puis de récompenser le personnel. Nous, le CREC, à chaque année, on s'inscrit au défi sans auto-solo. Il y en a peut-être ici qui participent aussi. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est une compétition amicale entre les entreprises au Québec où on est encouragé à, pendant 1 semaine, effectuer des déplacements actifs et des déplacements collectifs. Puis, à la fin de la semaine, on peut être récompensé, on peut gagner des prix. Puis nous, l'année passée, le CREC, on avait fini première place dans notre catégorie. Puis on a gagné un vélo électrique qui est maintenant notre vélo en libre-service au bureau qu'on peut emprunter n'importe quand pour nos rencontres. J'ai mis aussi le logo de UV Assurance parce qu'ils m'avaient dit qu'eux, ils avaient comme inventé un jeu semblable à Bingo, là, le jeu de bingo avec une carte. Puis les employés, à toutes les fois qu'ils venaient travailler à vélo, à pied ou en covoiturage, ils obtenaient une étampe sur leur carte de bingo. Donc là, il y a comme une petite compétition entre les employés, puis celui qui remplit sa carte en premier ou peu importe peut recevoir des prix. Donc c'est vraiment, c'est ludique, c'est intéressant. Puis eux, ben, ça leur permet d'avoir des employés plus actifs. Et finalement, numéro 46, informer et sensibiliser les employés à la mobilité durable dès l'embauche. Donc, dès que vous engagez quelqu'un, vous lui dites que c'est important pour vous, les transports actifs, les transports collectifs, puis les bénéfices. J'aurais voulu vous en parler, mais j'ai déjà atteint mon 15 minutes. Mais pratiquer des déplacements durables, c'est tellement, c'est bon pour l'environnement, premièrement. C'est bon pour le portefeuille parce que l'employé va faire beaucoup d'économies et l'employeur aussi. C'est bon pour la santé physique, la santé mentale, mais je n'irai pas plus loin parce que j'ai déjà atteint mon 15 minutes. Et finalement, je vais vous parler d'un petit concours à venir au CREC. Ça va être lancé lundi prochain. Donc, ça s'appelle Ici, on déplace de l'air, gagne ton projet. On va faire tirer 2 500 $ à une entreprise du centre du Québec. C'est
c'est de l'argent qu'ils vont pouvoir utiliser pour mettre en place un projet de mobilité durable au travail. Et ça va venir avec une banque d'heures de 30 heures d'accompagnement du CREC et du CIUS-MCQ avec Entreprises en santé. Alors, je termine avec ça. Je vous laisse mon adresse email si vous avez envie qu'on discute. Et je vais arrêter dès maintenant puis répondre au téléphone. Merci. Bonne journée. Merci beaucoup, Anne, pour cette présentation là, de quelques exemples d'actions. Et puis il y a le guide donc, qu'on a mis dans le chat, là, le guide complet là, avec l'adresse courriel. On va pouvoir passer à notre deuxième présentation avec Charles Trudel. Bonjour Charles. Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Je m'appelle Charles Trudel, je suis chef du groupe applications technologiques à l'Institut du véhicule 9 ans. Merci Jean-Philippe, merci Ariane. Vraiment très cool. Moi, c'est pas mon domaine du tout, là, les mesures pour encourager la mobilité active ou durable en entreprise. Nous, à l'Institut du véhicule 9 ans, on focus sur l'innovation dans les véhicules. Donc, c'est sûr que ma présentation va être ultra nichée là, par rapport à la première. J'espère pas trop technique. Posez-moi vos questions si jamais j'en ai perdu un ou plusieurs en cours de chemin, là. On m'a demandé ici de donner un aperçu là, en 15-20 minutes de ce qu'il faut avoir en tête, ce qu'il faut comprendre avant d'aborder un projet d'électrification d'une flotte de véhicules. Donc, effectivement, les véhicules électriques c'est de la mobilité durable. C'est sûr que si on remplace tous les véhicules en ratio 1 pour des véhicules électriques, ben, on n'a pas fait un si grand geste que ça, mais c'est déjà quand même bien. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler des contextes et avantages des véhicules électriques, de l'offre actuelle dans différents segments, des données qu'il faut avoir en main avant de commencer un projet, des concepts généraux qui sont importants à connaître, des subventions, très rapidement, ça va être un survol, pour finalement finir avec des points à retenir. Avant de rentrer dans ce contenu-là, par contre, je dois quand même vous présenter l'Institut du véhicule innovant. Si jamais vous ne connaissez pas, ben, c'est une opportunité pour moi de nous présenter. On est un centre d'innovation et de recherche appliquée situé à Saint-Jérôme. On a la structure de CCTT, Centre collégial de transfert technologique. Donc, on est un organisme à but non lucratif. Notre but, c'est d'aider des entreprises à innover dans le domaine des véhicules électriques autonomes et connectés. Donc, la majorité de ce qu'on fait, c'est du développement de produits. On a carrément un garage. La majorité de notre équipe, c'est des ingénieurs, ingénieures, donc des gens qui sont très techniques. On fabrique des prototypes, de l'innovation en tout genre en lien avec des véhicules. Mais je dirige un groupe qui s'occupe aussi des projets de démonstration, communication, sensibilisation pour être certain que l'industrie adopte de la meilleure manière possible les nouvelles innovations. Donc, on est 46 employés présentement, plus que 500 projets derrière nous, là. Vous en connaissez. En fait, la majorité de ce qui s'est passé en électrification, je dirais, dans la dernière décennie, l'Institut du véhicule innovant a été impliqué là, de près ou de loin dans à peu près tous les projets. J'en dirai pas plus pour aller vite, là. Je veux rentrer dans le vif du sujet le plus tôt possible. Finalement, ben là, mon groupe Applications technologiques, justement, on fait des projets de démonstration, des projets pilotes où est-ce qu'on va mettre en service des véhicules électriques et on va les comparer avec des véhicules conventionnels pour s'assurer de trouver des conditions gagnantes. On a fait ça avec des taxis 100% électriques. On a fait un projet pilote de 4 ans pour le NTQ, donc c'est 28 taxis électriques pour la coopérative de taxis Laval. C'est un projet de 4 ans, donc d'ampleur. On a fait quelque chose de similaire du côté des écoles de conduite. Donc, on a électrifié plusieurs écoles de conduite. On a instrumenté 80 véhicules répartis à travers la province pour comprendre est-ce que ça fonctionne des véhicules électriques dans le cadre des cours de conduite. La réponse est oui. Même chose pour les taxis. On a fait ça pour la police aussi. On a fait le premier véhicule de patrouille. En fait, on a fait un projet pilote avec la ville de Repentigny pour le premier véhicule de patrouille électrique au Québec. Et le dernier projet dont je vous parle très rapidement, c'est le projet flotte rechargeable camion lourd. C'est celui qui nous occupe le plus dans mon groupe présentement. C'est un projet de sensibilisation des gestionnaires de flotte à la venue des camions lourds électriques. Il y en a une centaine de camions lourds électriques au Québec, donc on est au tout début ici chez nous, là. Et il y a un grand besoin d'information dans l'écosystème. Donc, on est là pour ça. Allez voir le site web du projet si ça vous intéresse. OK, on rentre dans le vif du sujet. Je vais ralentir un petit peu aussi, inquiétez-vous pas, là. Donc, le contexte actuel des véhicules électriques, je passe rapidement sur les avantages. Tu sais, c'est les mêmes que les gens martèlent depuis 10 ans, là, donc je ne veux pas vous endormir avec des choses que vous avez déjà entendues probablement. Les véhicules électriques sont propres, silencieux, économiques à opérer. L'entretien est moins coûteux, moins fréquent, confortable, agréable à conduire. Il n'y a pas d'arrêt à la pompe. Le véhicule est plein chaque matin. Donc, l'action de démarrer une recharge, c'est plus court que d'aller remplir un véhicule d'essence, croyez-le ou non, même si la recharge prend du temps, ça ne prend pas du temps dans les opérations de façon générale.
gratuité de certains ponts, stationnement, voies réservées, traversiers, etc. Et finalement, ça offre une image verte à une entreprise ou une organisation. Je mets un petit peu l'accent sur le économique et l'environnemental. J'aime bien vulgariser l'environnemental avec le volet économique. Tout le monde est d'accord pour dire qu'un véhicule électrique, même avec les subventions, quand on inclut la borne de recharge, il y a un certain surcoût par rapport à un véhicule conventionnel. Donc, en termes de flux d'argent, le véhicule électrique part un petit peu plus haut, mais ensuite, il coûte moins cher à opérer. C'est bien connu, autant du côté particulier que commercial. Donc, au contraire, le véhicule à combustion classique, lui, coûte moins cher au début, mais coûte plus cher à opérer. Ce qui fait qu'il y a un point où est-ce qu'ils se croisent, on appelle ça le seuil de rentabilité. Et c'est la même chose du côté environnemental. Le véhicule électrique part avec une empreinte environnementale qui est plus grosse pour sa fabrication, mais ensuite, il émet quasiment zéro, en tout cas au Québec et presque partout. Il émet significativement moins d'émissions que le véhicule à combustion. Ce qui fait qu'il y a un point où est-ce qu'ils se croisent encore là, qu'on appelle le point d'équivalence environnementale, qui au Québec est atteint entre 29 000 et 80 000 km, dépendamment de ce qu'on regarde, les véhicules de comparaison, les paramètres de l'étude. Pour des camions, on a calculé même que des fois, c'était en 4 mois, 13 000 km. Donc, c'est vraiment variable, mais il faut juste savoir que le véhicule électrique n'est pas propre jour 1. Il faut quand même rouler avec une certaine distance avant que ça devienne équivalent au véhicule à combustion. Puis à partir de là, c'est plus propre pour toute la durée de vie. Donc, le but du jeu, c'est de le garder le plus longtemps possible, ce qui est aussi un geste environnemental à la base de toute façon. Deux, trois petites statistiques. Pourquoi les gouvernements, pourquoi nous, pourquoi les organismes, pourquoi Équiterre avec la campagne roulant électrique, mettons autant d'emphase sur les véhicules électriques, c'est parce que ça marche. C'est une mesure qui est disponible technologiquement, ça existe, c'est pas trop cher, il n'y a pas un énorme surcoût, il est rentabilisé comme j'expliquais, et ça permet de couper drastiquement dans des émissions qui sont vraiment coupables d'une grande part des émissions du Québec. 43 des émissions du Québec, ça vient du transport, puis dans le secteur du transport, 80 des émissions viennent du secteur routier. Et les véhicules légers, c'est environ la moitié des émissions du transport. Donc, je sais que c'est une statistique imbriquée d'un autre, mais bref, c'est non négligeable les émissions qu'on génère avec notre parc de véhicules légers au Québec. Et les véhicules électriques, ça fonctionne pour bien réduire les émissions. L'offre actuelle, je passe rapidement, je vais vous expliquer pourquoi dans quelques diapos. Juste pour qu'on parle le même langage, je passe sur les trois catégories. En fait, il y a un piège, il y en a deux. Un véhicule 100% électrique, c'est un véhicule zéro émission. Un véhicule hybride rechargeable, c'est un véhicule qu'on considère zéro émission, mais un véhicule hybride, attention, ce n'est pas un véhicule zéro émission. Parce que même si momentanément, le véhicule peut fonctionner sans moteur thermique qui tourne, ben, ultimement, ce qui a rechargé les batteries, c'est la combustion d'un carburant. Donc, dites-vous que si le véhicule ne se branche pas sur une borne, ce n'est pas considéré un véhicule zéro émission. Donc, à partir de 2035, il va y avoir uniquement des véhicules 100% électriques et des véhicules hybrides rechargeables. Maintenant, au niveau de l'offre, je passe vite. Comme j'ai dit, les véhicules légers, c'est bien connu. Il y a une multitude de véhicules légers au Québec qui sont disponibles, de modèles de véhicules légers. À peu près tous les fabricants ont des grosses stratégies pour amener des nouveaux modèles aussi. Donc, les utilisations sont vraiment variées. Rares sont les utilisations de véhicules légers aujourd'hui qui ne peuvent pas être électrifiés. On a attaqué à peu près les trois plus durs, là, les taxis, les écoles de conduite, la police. Le restant, je parle de façon générale, ça va plutôt bien. Pour ce qui est des véhicules qui parcourent sur une base régulière moins que 300 km, ça va, là, c'est faisable aujourd'hui. Il y a des véhicules spécialisés aussi, je passe rapidement encore là. Des véhicules moyens et lourds, comme je disais, ça, c'est le secteur qui est le plus émergent. Il y a une centaine de camions lourds électriques au Québec. La dernière statistique, c'était 70 en décembre, là, puis avec notre PIF, on estimerait aujourd'hui à 100 environ au Québec. Pourquoi je passais vite? C'est parce que pour connaître les modèles de véhicules électriques légers qui sont disponibles, Équiterre publie annuellement un guide qui s'appelle Choisir un véhicule rechargeable qui répond à vos besoins, où est-ce qu'il y a tous les modèles en date de la rédaction là, qui sont disponibles au Québec. Il y a aussi un autre outil qui s'appelle le EV Tracker d'Electric Autonomy qui va donner une vue un peu sur ce qui s'en vient dans l'année à venir, là où les années à venir. Donc, ça permet d'orienter un petit peu peut-être un plan d'électrification. Et pour aller encore plus loin, il y a un webinaire que je vais donner avec Daniel Rochefort d'Équiterre qui couvre uniquement, comme un genre de panorama, là, qui couvre uniquement l'offre des choix de véhicules électriques. Donc, si le sujet vous intéresse, c'est certain que cette fois-là, on va y aller plus en profondeur qu'aujourd'hui en 2 minutes. Donc, je passe sur le prochain sujet, les données à avoir en main avant d'amorcer une électrification d'un parc de véhicules. Je commence en partageant un concept, moi, que je trouve vraiment important là, à garder en tête, c'est que c'est la petite histoire du gestionnaire de flotte qui base un plan d'électrification sur ses hypothèses, sur ce qu'il pense, sur des données
rapporté par des chauffeurs, du bouche à oreille, un PIF. Et c'est possible pour ce gestionnaire-là de développer une méthode incroyable avec beaucoup de calculs, faire des pieds et des mains, une grosse gymnastique, quelque chose de très, très, très précis avec les meilleures données du marché. Et en bout de ligne, le gestionnaire de flotte est capable de se ramasser. Ça résulte en, malheureusement, d'autres hypothèses. Donc, c'est juste l'importance de prendre des données fiables en entrée. Si vous partez avec des hypothèses, vous avez beau faire les meilleurs calculs du monde, les meilleures simulations, vous allez ressortir avec des hypothèses en bout de ligne. Donc, ce qu'on veut avoir en main, au minimum, c'est, moi, je vous conseille fortement d'implanter, si ce n'est pas déjà fait, de la télématique. La télématique, c'est des capteurs qu'on met dans des véhicules. Il y a toutes sortes de compagnies, toutes sortes de prix. On met ça dans des véhicules, puis ça va nous donner un paquet d'informations sur les modalités d'opération des véhicules de notre flotte. Vous voulez collecter par la télématique ou manuellement, mais je vous dis, c'est un peu plus de travail, les distances des trajets, les répartitions des trajets dans la journée, la durée, les emplacements des arrêts. Vous voulez avoir, si vous voulez y aller vraiment de façon plus poussée, même des vitesses moyennes et les dénivelés typiques. Ensuite, du côté qualitatif, il faut comprendre votre flotte, pourquoi les choix qui ont été faits. Est-ce que ces critères-là sont toujours d'actualité? Par exemple, est-ce que vous avez un requis de volume cargo pour transporter de la cargaison, un fauteuil roulant, quelque chose comme ça? Est-ce que vous avez un requis de traction intégrale? Est-ce qu'il y a lieu d'être encore? Le poids des équipements à bord, les accessoires installés et leur consommation électrique. Et finalement, le chargement typique, le payload, la masse que vos véhicules vont devoir transporter. Ensuite, du côté électrique, puissance, recharge, je passe vite encore là, mais c'est important de comprendre que si vous raccordez des bornes de recharge pour les véhicules électriques à votre bâtisse, les bornes de recharge vont être assujetties au même tarif d'affaires que votre bâtisse. C'est un tarif par point de livraison d'électricité. Donc, si votre bâtisse est sur le tarif G, vous allez avoir des bornes de recharge au tarif G. Ce qui est important de comprendre, c'est que du côté affaires, donc clientèle commerciale, Hydro-Québec facture la puissance en plus de l'énergie. Donc, on est facturé sur l'énergie qu'on a consommée, mais aussi le débit auquel on a demandé l'énergie. Donc, la puissance, c'est la vitesse d'échange de l'énergie. Donc, si on a plusieurs bornes de recharge qui demandent beaucoup de puissance en même temps, en plus de la bâtisse, bien, probablement qu'on va se faire facturer plus de puissance qu'avant l'installation des bornes de recharge. Donc, mon point pour aujourd'hui, parce que c'est un sujet passionnant et très profond, là, mon point pour aujourd'hui, c'est juste de vous dire, renseignez-vous sur votre tarif, comprenez un peu les modalités, puis sachez aussi qu'il y a possibilité d'implanter des bornes sur un entrée électrique qui serait dédié. Et là, vous pourriez avoir accès à un tarif expérimental qui s'appelle tarif BR pour borne de recharge, qui est plus avantageux pour la recharge. Donc, se renseigner auprès d'un maître électricien spécialisé et de votre conseiller Hydro-Québec pour connaître la puissance qui est disponible dans votre secteur. C'est bon d'avoir ça en tête pour commencer à penser à une stratégie moyen-long terme d'électrification. Concepts généraux importants pour une première ébauche d'un plan d'électrification. Bon, ce qu'il faut savoir, si vous ne le savez pas, c'est qu'un véhicule électrique commercial ou même particulier, là, on n'attend pas que ça soit vide avant de le recharger. Je me suis souvent fait demander, ton véhicule électrique, tu le recharges au combien de jours? Mais en fait, ça ne fonctionne pas comme ça pour la majorité des cas. On va recharger le véhicule dès qu'on a une opportunité, dès qu'on est stationné au dépôt, la nuit, le jour, à une pause dîner, quand le véhicule est immobile pour une raison ou une autre, au dépôt, on le recharge. Donc, chaque retour, c'est une petite opportunité pour la recharge. Et ce qui nous permet donc de ne pas calculer des autonomies nécessaires immenses puis d'attendre des batteries, désolé, c'est technique, là, mais de 150-200 kWh, beaucoup trop grosses, alors que le marché actuel propose des 60 ou 70. Il y a aussi, pour vos besoins atypiques ou un peu plus gros, la possibilité d'appuyer les opérations sur la recharge publique. Au Québec, on est très, 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 très bien servi. Les réseaux de recharge sont super performants, couvrent vraiment très bien le territoire, en grande partie grâce à Hydro-Québec, qui a son propre réseau de bornes de recharge qui s'appelle Circuit électrique. Il y a Circuit électrique, mais il y en a d'autres aussi. Donc, il y a une carte des bornes publiques qui est neutre, multi-réseau, qui est très bien développée là, par une entreprise québécoise. Donc, c'est chargehub.com. Pour les plus techniques là, qui veulent même vraiment planifier en détail un trajet une fois avec un modèle de véhicule particulier, vous pouvez utiliser le planificateur de trajet. Donc, supposons que vous avez des véhicules qui roulent, dans une municipalité là, de la Mauricie, puis de temps en temps, vous devez aller sur la côte nord. Bien, ce n'est pas impossible. Vous pouvez tout à fait y aller en véhicule électrique, simplement utiliser le planificateur de trajet pour utiliser les bornes publiques. Donc, ne vous freinez pas pour ça. Ensuite, je vous parle de la recharge. Il y a différents niveaux de recharge, différents types de bornes. Donc, niveau 1, 2, attention,
pas 3. Bon, technicalité, mais niveau 3, ça désigne quelque chose d'autre dans le domaine de la recharge qui n'est pas utilisé. Donc, en fait, on parle de borne de recharge en courant continu, borne rapide, borne DC. C'est des appellations qui fonctionnent. On comprend honnêtement là, si vous dites niveau 3 aussi, mais techniquement parlant, ce n'est pas le bon terme. Donc, niveau 1, j'en parle très vite là, parce que côté commercial, on n'utilise pas ça. Ça recharge simplement pas assez vite. C'est environ 1% d'état de charge par heure. Ensuite, niveau 2, c'est ça que vous voulez retenir, c'est la recharge AC de niveau 2, 240 volts. C'est la manière la plus efficace, la plus économique de déployer de la recharge pour un parc de véhicules. Si ça fonctionne avec votre entreprise, d'opérer uniquement sur le niveau 2, ça va être beaucoup plus simple que quelconque plan avec de la recharge rapide. Donc, il y a un écart de prix qui est immense là, quand on passe de niveau 2 à borne rapide. Et donc, typiquement, une borne de niveau 2, ça va redonner environ 10% d'autonomie par heure à un véhicule léger. Je vous donne des grandes généralités, là, c'est toujours au cas par cas, évidemment. Et les bornes rapides, ben là, on parle de 25 kW, l'unité de puissance, jusqu'à 350. Dans les prochaines années, on va voir un 1000 kW, là, donc le Megawatt Charging System qui est en cours de discussion présentement. Donc, la recharge, ça va de plus en plus rapidement, mais attention, est-ce que ça veut dire qu'on veut la recharge de plus en plus rapide? Oh non! Parce que la recharge, la puissance coûte très cher. À acheter, les bornes coûtent très cher. Une borne 50 kW, ça va coûter environ 50 000 là, je ne veux pas donner de prix précis, là, mais c'est exponentiel. Plus on monte 100 kW, 150, c'est des centaines de milliers de dollars. Là. Donc, c'est du sérieux. Le projet devient significativement plus complexe quand il y a de la recharge rapide. C'est très faisable. Il y a un paquet d'accompagnateurs au Québec qui vont être très ravis de vous aider dans un projet comme ça, mais c'est plus complexe que la recharge de niveau 2. Comment savoir donc de quelle puissance vous avez besoin? Je vous donne la grande règle. En fait, c'est simplement de partir d'une consommation qui vient d'une source ou d'une autre. J'ai mis ici celle du guide de recharge pour parc de véhicules électriques commerciaux. On multiplie par le kilométrage d'un matin, d'une journée. On divise par le nombre d'heures disponibles pour la recharge et on obtient des kilowatts requis. On fait ça pour plusieurs trajets, plusieurs journées, pour une semaine. Bref, on se fait une idée de la borne requise. Et après ça, on peut commencer à magasiner, observer les subventions, etc. et se monter un plan. Pour identifier la taille de batterie, c'est un peu la même chose. On va multiplier la consommation par les trajets pour être capable de bien dimensionner la taille de batterie qu'on va choisir dans le véhicule. Par exemple, une Nissan Leaf, il y a une option 40 kWh ou une 62. Les prix ne sont pas les mêmes, évidemment. Vous aurez compris que la plus grosse batterie coûte plus cher. Donc, les bonnes pratiques, optez pour la puissance la plus basse pouvant répondre aux besoins. Je vous l'ai dit, c'est moins cher à acheter. À installer aussi, ça va être beaucoup plus simple. Et à opérer pour toute la durée de vie du véhicule, ça coûte moins cher d'opérer sur une puissance de recharge qui est plus basse. Typiquement, on veut mettre une borne de recharge ou un connecteur par véhicule pour être capable d'utiliser les fonctions de préconditionnement de l'habitacle, de la batterie avant de partir le matin et pour éventuellement mettre les bornes en réseau pour distribuer la puissance, pour faire des stratégies un peu plus funky pour lisser les pics de puissance, encore là pour optimiser les coûts des opérations. Désolé, je vous l'avais dit, ça serait plus technique peut-être qu'à la première. Là, vous me poserez des questions après là, je vais être évidemment disponible pour ça. Tous ces détails-là et énormément d'autres se retrouvent dans le guide de recharge pour parc de véhicules électriques qui est publié par Hydro-Québec, que j'ai écrit moi-même. En fait, je suis l'auteur principal. Hydro a mandaté l'Institut du véhicule innovant pour ça. Je vous parle rapidement des subventions. Aujourd'hui, mon but, c'est juste de vous dire qu'est-ce qui est subventionné. Les détails des subventions, ça demanderait plus que quelques minutes pour expliquer, là, surtout pour que vous soyez vraiment en mesure de les comprendre. Là. Mais donc, aujourd'hui, on parle de ce qui est subventionné. Évidemment, les véhicules, les bornes de recharge, l'installation des bornes de recharge, c'est des dépenses qui sont subventionnées. Les projets au sens large de réduction de GES, donc il y a des budgets qui sont là pour l'accompagnement, pour la mesure des GES, pour l'implantation des mesures d'atténuation et pour le suivi des données pour s'assurer que les mesures répondent aux objectifs. Donc, bref, lire entre les lignes que ça couvre la consultation ou les frais externes. Une portion des heures internes aussi associées à des gros projets d'électrification peut être subventionnée. Attention, par contre, les subventions sont de nature changeante. Oui, c'est ça. C'est comme les saisons, là, ça change tout le temps. Il faut toujours être un peu. Bon, en tout cas, c'est fini pour ma comparaison avec les saisons. Là. Bref, c'est changeant, c'est complexe à décortiquer si on veut vraiment bien aller dans le détail. Il y a parfois des appels à projets dans les secteurs clés, comme le camion lourd, avec des dates de tombée. Il y a certains programmes spécifiques à des villes et il y a de l'aide financière, des fois, qui n'est pas pour des projets d'électrification, qui est plus générique pour de l'innovation, mais qu'on peut utiliser si on est futé pour faire des projets d'électrification avec. Par exemple, on a une PME manufacturière d'un nouveau type de véhicule qu'on veut mettre en service, là, style pour des déneigements ou un véhicule agricole.
On a une ville qui veut l'essayer, et puis on a, par exemple, nous ou quelqu'un d'autre qui est un centre de recherche là, pour faire un projet pilote, pour encadrer tout ça, puis faire un déploiement avec bien encadré. Ben là, on peut aller chercher des fonds du MEI pour de la vitrine technologique, qui n'est pas spécifique à l'électrification, mais qui peut être utilisé pour de l'innovation. Donc, j'ai mis ici le lien vers roulantélectrique.ca pour avoir une liste des principales subventions disponibles dans le domaine de l'électrification. Il y en a évidemment du niveau provincial et du niveau fédéral. Je termine avec les points importants. J'en ai pas parlé beaucoup aujourd'hui, mais anticiper la durée du projet, évidemment, c'est au cas par cas, mais de l'ordre d'une demi-année jusqu'à 1 an et demi, 2 ans, c'est à peu près ce à quoi vous devez vous attendre pour déployer un petit parc de véhicules électriques et de bornes. Nommer des ressources en charge, vous avez compris, il y a quand même une certaine complexité qui est variable, mais quand même, ça va prendre quelqu'un à l'interne qui est nommé pour s'occuper de ça, avec du temps qui est dégagé, ou encore se faire accompagner. Mais même là, il faut dégager du temps de quelqu'un à l'interne pour coordonner tout ça. La puissance de recherche la plus basse possible, comme j'ai dit. Se familiariser avec les subventions dès le premier montage du projet à cause de la complexité que j'ai mentionnée. Et en dernier, se souvenir que la transition vers les véhicules électriques, ben, ça le dit, c'est une transition. Donc, même si un seul modèle unique ne peut pas convenir nécessairement à tous les besoins de votre entreprise aujourd'hui, ce n'est pas une raison pour rester immobile. Au contraire, profitez-en pour acheter des véhicules qui marchent pour un sous-groupe. Faites-vous la main, faites-vous un premier déploiement de véhicules de borne, le premier round là, de formation à l'interne, premier petit projet pilote interne, puis vous allez profiter des subventions en place, puis vous allez être plus prêt pour quand les véhicules électriques qui répondent à vos besoins vont être là. Donc, vous l'avez vu, j'ai mis beaucoup de liens vers roulantélectrique.ca. C'est la campagne d'Équiterre qui a une nouvelle section pour les flottes de véhicules cette année qu'on a co-rédigée avec Équiterre, avec grand plaisir. Et on a même mis sur pied une banque d'heures de notre côté à l'IVI, un partenariat grâce à Équiterre, en fait, là, et Roulant électrique. Donc, il y a une banque d'heures si jamais parmi vous, il y a des gens qui veulent nous consulter, me consulter, consulter les gens de mon groupe, gratuitement pour des besoins ponctuels. On ne va pas prendre un grand projet d'ampleur aux frais d'Équiterre, évidemment, là, mais pour des petites questions, une jasette, là, 30 minutes, 1 heure pour vous débloquer ou avoir une opinion, c'est là pour ça. C'est une banque d'heures annuelle, donc profitez-en. Mon courriel est là, le développement des affaires de l'IVI est là aussi. Et je vais répondre tantôt à vos questions pour ceux qui en ont. Donc, merci. Bonne journée. Ouais, merci beaucoup pour ta présentation, Charles. Vraiment intéressante. Et puis voilà, vous avez tous les liens qui sont dans le chat, mais on vous les renverra en même temps que le webinaire qui est enregistré. On va passer à notre troisième et dernière présentation avec Océane. Bonjour Océane, je te laisse la parole. Merci Jean-Philippe, merci au CRE pour l'invitation. Est-ce que vous voyez mon écran en plein écran? Oui, on voit très bien. Super. Donc, bonjour à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour discuter mobilité durable. Je me présente, Océane Miro, je suis chargée de projet en mobilité durable pour Movia. Donc, aujourd'hui, dans le cadre du webinaire, on va vous présenter des outils pour favoriser la mobilité durable dans le contexte d'une entreprise. Donc, on débute tout de suite avec le plan de la présentation. On vous propose d'abord une petite présentation de Movia, qui est le centre de gestion de déplacement du centre-ville de Montréal et de la Montérégie. Je vais ensuite survoler les avantages sociaux, individuels et environnementaux de la mobilité durable et vous parler également du concept d'équité en mobilité. La deuxième partie va être sur les outils et les ressources disponibles pour favoriser la mobilité durable. Donc, je vais vous présenter notre produit phare qui est le plan de gestion des déplacements et les sources de financement, en fait, si vous souhaitez mettre en place des mesures dans vos entreprises. On va également vous présenter le programme corporatif qui est disponible sur le territoire de la RTM et 2 événements de promotion et de sensibilisation qui sont des mesures complètement gratuites à mettre en place. Donc, je vais d'abord présenter Movia. Il existe 3 centres de gestion de déplacement sur le territoire métropolitain. Movia Centre, qui couvre le territoire du centre-ville et de la Montérégie, comme je le disais. Movia Est, qui couvre l'Est de Montréal et la Naudière. Et MOBA, qui couvre l'Ouest de l'île de Montréal, Laval et Laurentides et Vaudreuil-Soulanges. Donc, les 3 centres de gestion de déplacement ont vraiment la même mission qui est d'offrir une expertise conseil en transport durable et des solutions pour encourager l'utilisation d'alternatives à l'auto-solo pour les générateurs de déplacement. Donc, les CGD offrent une panoplie de services, dont un accompagnement spécialisé pour des projets en mobilité durable, la tenue d'activités et d'événements comme aujourd'hui, par exemple, et d'autres produits clés en main comme le plan de gestion de déplacement. On va débuter avec les avantages de la mobilité durable. Donc, pourquoi, comme employeur, vous êtes gagnant à encourager la mobilité durable de vos employés?
D'abord, il y a des avantages individuels. Donc, on voit des bénéfices pour la santé, la productivité des utilisateurs de la mobilité durable. Donc, souvent, il y a un gain dans la motivation et une réduction allant de 10 à 23 % du stress, de l'irritabilité, de la fatigue et de la perte de productivité. Donc, c'est déjà très bénéfique pour vos employés. En tant qu'organisation, quand vous favorisez la mobilité durable, ça améliore automatiquement l'accessibilité à votre site d'emploi. Donc, on peut aussi faciliter la rétention du personnel et le recrutement puisque le voyagement est plus agréable. On voit aussi le taux d'absentéisme qui va diminuer quand les options de mobilité sont multiples. Vos besoins en stationnement peuvent aussi être réduits là, grâce aux options de mobilité. Et finalement, grâce aux bénéfices en santé et en productivité des employés, on voit régulièrement le coût de l'assurance collective là, qui va être diminué. Comme organisation, vous allez également améliorer votre image corporative. Donc, le sentiment d'appartenance et la fierté des employés qui travaillent chez vous peut également avoir tendance à augmenter là, avec un employeur qui prend action en mobilité durable. Donc, c'est vraiment à votre avantage de prendre action en mobilité durable pour autant le bien-être de vos employés que de votre organisation. Ensuite, les avantages environnementaux. Comme organisation, si vous vous engagez en développement durable et faites des efforts en mobilité durable, vous allez participer à réduire la part du transport dans les émissions de GES qui occupent 41 % des émissions, comme ça a été mentionné plus tôt. Et donc, vous agissez sur une part importante de l'émission de GES. Cet avantage environnemental direct-là existe, mais vous agissez également pour réduire la congestion routière de façon indirecte. Donc, on estime qu'en dollars, la perte de temps dans la congestion au Québec, ça équivaut à 4,3 milliards de dollars par année. Donc, vos efforts ont également un impact environnemental, oui, mais économique aussi. On a souvent l'impression que de prendre son auto, c'est plus avantageux économiquement malgré les coûts de congestion qu'on vient de voir ensemble. Cependant, quand on se penche sur le coût de l'utilisation de l'automobile solo en moyenne au Québec, on se rend compte qu'il y a peu de personnes en fait qui sont gagnantes quand on en vient à l'auto solo. En moyenne, par année, le coût d'une automobile à essence, c'est autour de 8 000 $, ce qui est le coût le plus élevé, comme vous pouvez le constater. La voiture électrique, elle, coûterait environ 6 300 $ par année, tandis que les utilisateurs du transport en commun déboursent en moyenne 1 200 $ et les utilisateurs du vélo en moyenne 400 $. Donc, on a tous vraiment avantage, en fait, à se tourner vers la mobilité durable, autant sur le plan personnel que social qu'environnemental. Donc, on a vu le coût d'utilisation des transports pour vos employés. Maintenant, on va se pencher sur le coût pour l'employeur en ce qui a trait à la mobilité au sein de votre organisation. Donc, ici, on a la comparaison du coût d'une case de stationnement et d'un espace vélo pour un même employé. Donc, une case de stationnement comprenant l'entretien, l'éclairage, le déneigement, ça coûte entre 500 et 1 000 $ par année. Ce n'est pas toujours des coûts qu'on a en tête, tandis que le coût pour un même employé qui utilise le vélo est d'environ 50 $ par année. Comme employeur, sans le vouloir, on encourage parfois l'utilisation de l'auto, mais on n'encourage pas l'utilisation des autres modes durables à la même hauteur. Donc, c'est juste d'avoir une petite réflexion sur les avantages qu'on peut offrir selon la mobilité de nos employés. On va tout de suite enchaîner avec les outils là, et les ressources disponibles pour favoriser la mobilité durable. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc, d'abord, le plan de gestion des déplacements qui est vraiment le service offert par Movia si vous êtes une entreprise avec une multitude d'enjeux. Donc, c'est un processus en 6 étapes qui débute avec le démarrage. Le démarrage, ça nous permet vraiment d'adapter le service à vos besoins et à vos enjeux spécifiques. La deuxième étape, c'est la réalisation d'un diagnostic qui comprend d'abord une analyse de l'offre de transport. Donc là, je vais vous mettre une petite carte à l'écran. Donc, l'analyse se fait par le biais de la cartographie du lieu de résidence de vos employés. Donc, c'est un petit peu complexe, là, mais avec les isochrones de distance, ça permet de voir quelle est l'accessibilité actuelle de vos employés. Donc, on cartographie le lieu de résidence de vos employés de manière anonyme, bien sûr. Et on va valider grâce à cette cartographie combien d'employés pourraient se déplacer en bus, en REM, en vélo, à la marche, dépendamment dans quelle zone ils se trouvent sur cette cartographie-là. En complément à la cartographie, on réalise toujours dans le diagnostic un sondage auprès de vos employés. Donc, il y a une 50aine de questions qui sont posées pour établir un portrait de la mobilité de votre organisation, mais surtout pour voir où est-ce qu'il y a des opportunités de changement modal vers des modes durables. On a également une série de questions sur les infrastructures internes et publiques pour voir c'est quoi les améliorations qui seraient à prioriser, mais surtout, on leur pose des questions sur le type d'incitatifs
que vous pourriez mettre en place qui les amènerait à changer de mode. On a ensuite l'élaboration du plan d'action qui se base sur le diagnostic qu'on a vu préalablement, qui va être adapté vraiment selon votre échéancier, vos ressources. Donc, on s'adapte vraiment tout au long du processus là, à vos besoins et à vos ressources. Ensuite, on a un accompagnement spécialisé pour mettre en place les mesures que l'entreprise aura sélectionnées. Donc, ici, on peut, entre autres, réaliser des soumissions pour des aménagements, faire la représentation de besoins auprès des autorités de transport, donc la RTL, Bixi, Communauto, pour l'implantation soit de nouveaux services ou la modification du service. Finalement, une fois que les mesures sont en place, on offre un accompagnement pour la promotion et la sensibilisation de vos employés, que ce soit par un plan de communication, la tenue d'un kiosque ou de webinaire. Et la dernière étape qui consiste en un court sondage, en fait, qui va être envoyé à vos employés pour déterminer si les mesures qui ont été mises en place correspondent vraiment à leurs besoins, s'ils sont satisfaits, si les mesures ont été dûment communiquées. Et nous, ça nous permet, en fait, de rédiger des recommandations finales avec le retour qu'on obtient sur le sondage et d'adapter, en fait, les mesures qui ont été mises en place afin qu'elles soient davantage utilisées par vos employés. Comme vous pouvez voir, il s'agit d'une roue d'amélioration continue. Donc, on recommande d'effectuer une mise à jour du plan de gestion de déplacement aux 2 ans pour rester à jour en termes de mobilité durable. Donc, si vous avez, par exemple, un roulement d'employés ou si vous avez des nouveaux services qui se développent dans votre secteur, ça permet vraiment d'adapter, en fait, le plan de gestion de déplacement à votre nouvelle réalité. À terme, le plan de gestion de déplacement permet une réduction de l'ordre de 12 de l'émission de GS et une réduction de entre 5 et 15 de l'utilisation de l'auto-solo par vos employés. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, il existe des programmes de financement. Je vais passer aussi rapidement là-dessus parce que c'est quand même complexe. Le premier qui est Nomo, qui est offert par le ministère des Transports et de la Mobilité durable, qui couvre en fait 50 du montant du service, donc du plan de gestion de déplacement de notre côté, et jusqu'à 75 des mesures que vous décidez d'implanter par la suite. Donc, si vous décidez d'aménager un abri à vélo, des vestiaires, un stationnement éco-responsable, ça peut couvrir jusqu'à 75 de ces coûts-là. Ensuite, on a le fonds EcoLeader qui subventionne la réalisation d'études, d'analyses, l'élaboration de plans d'action, l'accompagnement également. Donc, ce n'est pas exclusivement pour le plan de gestion de déplacement, ça peut aussi couvrir d'autres services en mobilité si vous avez des besoins ponctuels. Ensuite, on a sélectionné 2 actions rapides à mettre en place qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. On va passer rapidement dessus, mais c'est simplement pour vous donner déjà des outils, en fait, pour favoriser la mobilité durable de manière complètement gratuite dans vos organisations. Donc, d'abord, on a le programme corporatif A++ Entreprise afin de favoriser l'utilisation du transport en commun. Donc, il s'agit d'abonnements mensuels de vos employés avec une attente annuelle pour toutes les zones de la RTM là, qui sont sélectionnées selon le lieu de résidence de votre employé. Pour tous les modes de transport, donc métro, bus, train, EXO, STL, RTL. Et afin d'adhérer, la seule condition, c'est d'avoir un minimum de 10 employés qui adhèrent avec vous. Pour les employés, les avantages sont le 8,33 de rabais qui équivaut à 1 mois de transport gratuit directement payé par EXO. Ensuite, on a une garantie de remplacement de la carte puce et une carte puce qui est valide toute l'année grâce à des prélèvements mensuels. Donc, comme je disais, EXO va offrir le 8,33 de rabais à vos employés qui équivaut au mois de transport en commun gratuit. Vous pouvez décider de participer aussi au rabais qui est offert à vos employés, mais ce n'est pas obligatoire. Donc, vous pouvez offrir plus que le 8,33 de rabais. Si vous désirez adhérer ou en apprendre davantage, là, vous pouvez visiter directement le site de EXO Québec et procéder à l'inscription en ligne. C'est super rapide. Ensuite, un autre moyen de promouvoir la mobilité durable gratuitement est de sensibiliser vos employés et de participer à des événements sur la mobilité durable comme le défi sans auto-solo et le mois du vélo. Ariane Ducrec vous a bien présenté le défi sans auto-solo plus tôt. Donc, ces 2 événements-là, là, vous pouvez vous inscrire, votre organisation, puis inviter vos employés à participer. La participation est complètement gratuite. Et quand vous vous inscrivez comme organisation, il y a des trousses de communication, en fait, qui vous sont envoyées. Donc, pour faire la promotion de la mobilité durable directement dans votre organisation. C'est vraiment une manière ludique de parler de mobilité durable. Puis, comme Ariane l'a mentionné aussi, là, il y a des prix à gagner. Là, donc, ça peut être 1 an de transport en commun gratuit, des cartes cadeaux chez Sales par Expert, Chocolat Favori, La Ronde. Donc, c'est vraiment le fun comme défi là, à faire au sein des entreprises.
Donc, ça faisait le tour pour moi. Si vous avez des questions quant au plan de gestion de déplacement, si vous avez des besoins en accompagnement spécifique, ça va nous faire plaisir de collaborer avec vous. Donc, un grand merci pour votre écoute.